du texte tourné en vrille à toute vitesse, comme ça, qui creuse. Est-il plus noble à l'âme d'endurer les outrages de la fortune? Oui, il fallait qu'un homme se levât. Dans ce hall, c'est là que je me rends compte que la frontière est fragile entre l'élève et le professeur. C'est-à-dire que j'ai eu peur ici, et maintenant j'imagine que d'autres ont peur. Bon, j'ai vu travailler des gens magnifiques, j'ai fait travailler moi-même des gens magnifiques. Je ne sais pas, Sandrine Kiberlin, Torreton, enfin beaucoup de gens comme ça, Thierry Frémont, des gens qui après ont fait une carrière, comme on dit, ou sont en train de faire une carrière. Et en même temps, moi-même, j'ai eu les premières émotions de théâtre. Par exemple, c'est ici, dans cette salle, que Antoine Vitesse, un jour, m'a ému presque aux larmes et m'a fait comprendre ce que c'était que le théâtre en une fraction de seconde. À un moment, un des élèves avait dit à propos de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quelle scène, « Ah ben l'idéal ce serait que là il devienne vieux, enfin qu'il soit vieux. » Et Vitesse a dit « Ben vas-y, sois-le. » On pouvait devenir vieux, tout d'un coup comme ça. Et l'acteur, le jeune acteur l'a fait, et ça a marché. Je me suis dit, mais alors on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut dans une fraction de seconde, tout d'un coup devenir vieux. Mais alors c'est génial le théâtre. Et ça c'est ici, ces murs au fond, comme toutes les salles du conservatoire, suent le théâtre enfin. C'est-à-dire qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'essais, de tentatives, de ratages, de réussites, de moments absolument sublimes et que aucun spectateur n'aura pu voir, sauf les quelques élèves qui étaient là. D'autres moments au contraire lamentables où nous cherchons, après tout nous sommes des chercheurs ici. C'est une école de chercheurs au fond. Mais voilà, je me dis parfois que dans ces endroits-là, il s'est passé des choses hallucinantes. Des acteurs du 19e siècle qui travaillaient. Enfin, c'est proprement incroyable d'imaginer que, bien sûr, c'est ce qu'on peut dire pour tous les lieux, pour n'importe quoi. C'est une façon de parler de l'histoire en réalité. Mais au-delà de ça, ici, il s'est sans doute passé des choses incroyables qu'on ne saura jamais. Qu'on ne saura jamais. Ben, s'il y a bien quelqu'un qui est chez lui ici, c'est vous, Daniel Mesguich. Ça fait quoi, 18 ans que vous enseignez ici ? 19. 19. Et cette salle, vous la connaissez bien, cette scène, vous la connaissez bien. Ces élèves, pour certains d'entre eux, vous les connaissez bien, puisque vous leur apprenez ce métier. Et quel effet ça fait de se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire sur la scène face à ces élèves ? Oh, ben, malheureusement, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Ouais. Parce que vous l'avez dit, parce que je suis un peu chez moi ici. D'abord, j'habite à 2 pas. Je crois que cette salle est sans doute le théâtre dans lequel j'ai le plus souvent fait du théâtre. C'est-à-dire que si on 19 ans, ne serait-ce que les journées de juin, je ne parle même pas des cours pendant l'année. Les journées de juin sont les journées où les élèves montrent ce qu'ils ont, voilà. Ce qu'ils savent faire. C'est ce qui remplace les concours de sortie de la grande époque. Dans aucun théâtre, j'ai présenté quelque chose aussi longtemps. Voilà. Donc oui, je suis chez moi ici. Alors voilà, je n'ai pas le trac, je me sens bien. Oui, mais la grosse différence, c'est que vous les regardez de la salle, généralement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie différence. Oui, mais j'ai une infirmité, malheureusement, c'est que je... Ah bon ? Oui, c'est que je n'ai jamais le trac. Enfin, pratiquement jamais le trac. Je crois que je ne connais pas bien cette chose-là. Mais jamais le petit pincement, le petit truc qui fait que c'est un peu difficile et peut-être excellent ? Ben, je sais bien, j'ai honte, hein, je ne m'en vante pas. Mais voilà. Non, je pars du principe... alors, je vais oser le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je le dis quand même. Je pars du principe qu'une fois que j'ai travaillé, ce que je fais... eh bien, je suis de toutes les personnes réunies, scène et salle confondues, celui qui sait le mieux le faire. Donc, je n'ai pas à avoir peur. J'ai eu le trac une seule fois dans ma vie. C'était à Lille, quand on m'avait demandé de faire une conférence un débat-conférence sur théâtre et psychanalyse. C'est un sujet qui vous va très bien. Oui, ben, je le croyais aussi, mais voilà que quand je suis arrivé, je croyais qu'il y aurait 20 personnes dans la salle et que ce serait une conversation comme ça. Et puis, il y avait au moins 300 personnes, et je dis, qui sont tous ces gens? Et on m'a répondu, ce sont tous des psychanalystes. Alors là, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, ceux-là, ils sont plus forts que moi. Et en fait, oui et non, enfin, ça s'est quand même très bien passé. Mais voilà, autrement, ma foi, pourquoi avoir peur? Je le dis d'ailleurs à tous les jeunes, je sais bien que ça ne se commande pas, le trac, mais
Le trac, c'est une chose qu'on a quand on ne sait pas bien ce qu'on va faire, quand on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on va faire. Si on est sûr de ce qu'on va faire, avec mes bagages, on fait ça, et puis voilà, après ça plaît à des gens, ça plaît pas à d'autres, c'est la vie. Oui, mais là, vous rationalisez le trac. Ce que vous dites est juste. Quand on parle avec beaucoup de comédiens qui, eux, ont ce trac, ils disent c'est soit totalement immobilisateur, soit extraordinairement mobilisateur. Oui, je sais bien. Et je connais bien cette phrase qui dit plus on a du talent, plus on a du trac, plus on vieillit, plus on sait ce que c'est, plus on a le trac, etc. Ben, alors je suis désolé, je n'arrive pas à la voir. Vous êtes né à Alger, donc vous êtes pied noir, vous arrivez à 10 ans, à Marseille, et vous avez qu'une envie, c'est d'être Bob Dylan. Oui, enfin Bob Dylan ou Brassens ou je ne sais pas qui. Dylan. Enfin oui, Bob Dylan effectivement parce que j'étais déjà un petit peu un télo, il faut bien le dire, et que il y avait quelque chose de l'ordre de la révolte, de la rébellion, hein, de la du talent chez Dylan. Et du talent, bien entendu. Alors voilà, oui, je voulais entrer au conservatoire mais au conservatoire de musique, pour faire de la guitare à Marseille. Et il n'y avait pas de cours de guitare? Il n'y avait pas de cours de guitare et même, quel que soit l'instrument que j'aurais pu choisir, le greffier de l'époque me dit, de toute façon, il y a un concours d'entrée. Enfin, alors je dis non, moi je viens pour apprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait rien faire? Et il m'a dit, quand on ne sait rien faire, il faut faire du théâtre. Alors du coup, je me suis inscrit en art dramatique et déclamation au Conservatoire de Marseille. Mais c'est quand même étrange que quelqu'un comme vous, qui a tellement travaillé sur le théâtre, soit venu là par hasard. Moi, ça m'étonne énormément. Moi, non. Je pense que tout se fait par hasard. Je sais bien qu'on peut toujours après coup refaire l'histoire et dire c'était une vocation, c'était un appel, c'était obligatoire. Vous étiez allé au théâtre? Très très peu, avec ma grand-mère, une ou deux fois, comme ça, et encore c'était du théâtre de boulevard ou du théâtre de chansonnier. Mais oui, moi je crois que les choses se font toujours par hasard. Alors maintenant, ce hasard peut être un tout petit peu commandé, bien sûr. Et puis qu'appelle-t-on hasard? Peut-être que c'est aussi le fait qu'on se soit senti un peu mieux à tel moment, à tel endroit qu'à tel autre. Moi je pense que s'il n'y avait pas eu un professeur appelé Irène Lamberton, qui était une dame au Conservatoire de Marseille, qui m'a dit « Ah, c'est très très bien, Daniel, c'est formidable, tu devrais continuer ». Peut-être que j'aurais arrêté. S'il n'y avait pas eu ensuite la rencontre d'Antoine Vitesse, ici même, au Conservatoire, qui a connecté à la fois les idées ou les envies ou les désirs que je pouvais avoir de rebelle, de révolutionnaire peut-être, enfin je le dis avec tendresse, mais malgré tout c'était vrai, intellectuel déjà, enfin je lisais des livres, je voulais pas mourir idiot. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et puis d'un autre côté, cet amour que je pouvais avoir, mais je ne savais pas trop pourquoi, du fait d'être sur une scène, de jouer pas du tout de manière narcissique, je crois, comme on dit toujours bêtement. Je dis bêtement parce qu'en fait l'acteur n'est pas celui qui se montre, contrairement à ce qu'on croit. Bien sûr il y a des caricatures d'acteurs, mais non, l'acteur c'est celui qui montre l'autre en lui, l'autre tout court. Et donc c'est finalement la personne la plus ouverte à l'autre qu'on puisse imaginer. Et il y a beaucoup plus de narcissisme chez tel ou tel employé de bureau que chez un acteur, enfin à mon avis. Donc ces deux mondes étaient déconnectés pour moi. D'un côté je jouais Valère des femmes savantes en me tenant bien droit avec une voix posée et une diction sûrement un peu emphatique. Et de l'autre côté j'étais un révolutionnaire dangereux, bolchevique, couteau entre les dents. Et voilà que Vitesse, lui il a connecté ces deux choses en moi. Je me suis dit mais alors on peut faire du théâtre et quand même penser, et quand même réfléchir, et quand même être un artiste, comme un peintre, comme un écrivain. Voilà, donc ce sont des suites de rencontres. Alors, est-ce que c'est le hasard? Oui et non. Mais ça n'est pas moi, en tout cas, qui l'ai voulu. Ici, c'est là que j'ai compris les différences qu'il peut y avoir. C'est donc la salle Jouvet. Les différences qu'il peut y avoir entre les différentes formes de théâtre. Par exemple, c'est Antoine Vitesse, là encore, lui, qui faisait remarquer qu'on ne faisait pas le ménage au sol. On nettoyait, mais le sol était toujours sale. Et on reconnaissait un élève d'Antoine Vitesse à ce qu'il était toujours un peu dégueulasse, parce que nous, on jouait au sol, alors qu'à l'époque, les gens jouaient comme ça, quoi, enfin, et n'avaient pas de raison de se traîner par terre ou de tomber. Voilà, on reconnaissait donc les modernes à ce qu'ils étaient un peu dégueulasses. Le conservatoire de l'époque était une chape de plomb, hein. C'était très, très étouffant. Je crois qu'il n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, je suis même sûr qu'il n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais je sais qu'il y avait la juste façon de jouer et la fausse. Vitesse d'ailleurs était assez malheureux dans les débuts de son enseignement ici, quand le conservatoire était très conservateur. Parfois d'ailleurs tenu par ce conservatisme était tenu par des gens qui n'étaient pas dénués de qualité, des gens pour lesquels j'ai même une certaine admiration. Louis Seigné, Georges Chamara n'étaient pas du tout des gens
vils et méprisables, loin de là, des gens de talent même. Mais en même temps... Segnier était un très grand comédien. Bien sûr. Et en même temps, l'idéologie générale était réac au plus haut point, était conservatrice comme c'est pas permis. Il y avait quelque chose de dur, de droit. Enfin, c'était comme ça qu'on faisait et pas comme ça. Et Vitesse, justement, nous a ouvrait, je crois, à ses élèves la possibilité de changer, de relativiser les choses. Et au fond, c'était comme un surplomb. Et j'espère que je suis un peu dans cette lignée-là. Quand j'étais moi-même élève, c'est là que le concours d'entrée se faisait. Il y avait une scène, ici, une petite scène. Le jury était là. Et nous entrions par derrière, et puis on tremblait de peur. Enfin, on tremblait de peur. Moi, non, parce que je n'ai jamais le trac, mais les autres avaient peur. Et puis on a enlevé cette petite scène, et puis maintenant c'est fini. Non, je crois qu'on n'a pas peur ici. Ici, c'est un lieu de beauté. Enfin, c'est un lieu, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas dire d'élévation, ou des mots trop lourds comme ça, mais oui, c'est un lieu où je crois qu'on s'élève. Voilà. C'est un lieu d'envol. Alors, pardonnez-moi, tu dis quoi, laisse cet homme? Je crois qu'il faudrait que ça soit un tout petit peu plus ample. Laisse cet homme. Et moi, je comprends du coup. D'accord? Laisse cet homme. Non, immobile. Tu vois? Clac, laisse. Comme un moment, tu vois, figé. Alors qu'il n'y a eu que du mouvement jusqu'à présent. Le moment pour moi est venu de parler. Cet homme, son cœur est venu pour une autre. Qui t'ai mis ce salaud? Il est venu pour l'argent, mais toujours ses cieux, ses possessions. Je ne te permettrai pas d'entrer. Et si on reprenait, pardon, et si on reprend, essaie presque de mettre un point à mais toujours ses yeux. Débrouille-toi, ça devrait marcher quand même. Mais toujours ses yeux se posaient sur moi. Il y a un point et puis c'est pas le point. Hein. Cet homme, son cœur est venu pour une autre. Tu t'es mis ce salaud. Il est venu pour l'argent, mais toujours ses cieux. Mais toujours ses yeux. C'était pas mal. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Tu vois, ce que je te raconte, il faut l'écouter à 80%, pas à 100%. Si vraiment tu dis, mais toujours ses yeux. Tu vas parler faux, tout simplement. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est fini, non, c'est pas fini. Tu vois? C'est simplement ça que je veux dire. C'est comme si il y avait une menace de faillite, tu vois. Ça menaçait de s'arrêter là. Et non, ça reprend, ça renaît. Il faut décocher chaque mot, chaque idée, mais quand même que ça soit toujours dans une tension où on est pressé, tu vois. On est oppressé et on est pressé. Il peut y avoir des mini-coups de théâtre. Tu sais, on appelle coup de théâtre une grande bascule à un moment dans une pièce. Ça, c'est littérairement, on peut dire, alors à tel moment, il y a coup de théâtre, pas du tout, l'autre était vivant et il revient, ou je ne sais quoi. Mais les coups de théâtre, il y en a partout. Au fond, chaque phrase est un coup de théâtre, puisqu'on ne l'attendait pas et elle arrive. Il faut entendre ça comme une chose qui aurait pu ne pas venir. Pour nous, spectateurs, il y a un goût d'inéluctable, il y a un goût de c'était écrit. Et le destin est là, et de toute manière, dans le régime d'écriture, il ne pouvait venir que cette phrase. Sinon, ce n'est pas un bon texte. Mais d'un autre côté, pour chacune de vous, chaque phrase est l'inattendu même, non? Et là, je trouvais que de temps en temps, ça allait un peu vite. Bien sûr, tu dis ça, puisque je dis ça, puisque tu dis ça, puisque je dis ça. Vous voyez? Et du coup, c'était un peu moins présent, quoi, tout simplement. Vitesse est aussi une révolution dans l'enseignement ici, même s'il était malheureux, vous l'avez dit au début, peut-être, oui, il n'a pas trouvé ses marques tout à fait comme il le souhaitait. N'empêche que c'est l'homme qui vous a donné envie d'être peut-être plus metteur en scène que comédien. Oui, là aussi, il y a beaucoup de hasards qui m'ont donné envie d'être metteur en scène. Là, récemment, on m'a demandé d'écrire un petit texte et je l'ai fait sur un homme qui s'appelle Sylvain Dom, qui est un homme magnifique et qui a écrit un petit livre que je conseille à tous d'ailleurs de lire, qui s'intitule « La mise en scène d'Antoine Abrèche ». C'est un petit livre comme ça que j'avais trouvé dans la poubelle de la bibliothèque du conservatoire. Encore le hasard. Le hasard, bien sûr, parce qu'il était déchiré. Enfin, et moi, je viens d'un monde... alors, est-ce que c'est des relents de culture juive? Je ne sais pas. On ne jette pas les livres. Voilà, on ne jette pas les livres, mais même abîmés. On ne jette pas un livre, c'est sacré, si vous voulez. Et donc, j'ai ramassé ce livre. Et puis, je l'ai lu. Et ça m'a donné envie, parce que les metteurs en scène étaient présentés comme des aventuriers de la pensée, en quelque sorte. Et je trouvais que c'était magnifique d'être metteur en scène. Alors, il y a ça. Il y a Vitesse, bien sûr, dont je voyais que le ludisme et l'intelligence, enfin, pouvaient se conjuguer avec le théâtre, avec l'art du théâtre. Et non seulement se conjuguer, mais même était l'art du théâtre.
À 23 ans, vous commencez à défrayer la chronique, première pièce, Le Château de Kafka. Vous vous souvenez de ça? Alors je m'en souviens très bien. De toute façon, j'ai de la mémoire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je me souviens bien, non pas du contenu des choses, je me souviens pas bien de la mise en scène. Si on me demandait de refaire la mise en scène du Château de Kafka, je referais tout parce que je me souviens de rien. En revanche, je me souviens du goût que ça avait, de la saveur que ça avait. Et oui, je me souviens très très bien. C'était un peu à la manière de Vitesse d'ailleurs. Hein. Vous savez, les premiers pas sont toujours un peu... Il y avait des gens à chapeau melon et grand manteau noir, comme j'avais vu le premier Faust d'Antoine Vitesse se faire. Donc il y avait quelque chose sûrement d'un peu... Des influences, c'est normal. Quand on a 23 ans, j'imagine qu'on a des influences. Bien sûr. Et déjà, toujours à 23 ans, un premier cours d'art dramatique s'appelle le Théâtre du Miroir. Plus personne ne bouge, vous êtes immobile. Oui, mais alors on doit voir du texte tourné en vrille à toute vitesse, comme ça, qui creuse même l'espace sur lequel après vous allez peut-être faire un autre mouvement. Ça, on l'a pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'arrête, ça se cale. On a de temps en temps des arrêts. Au sens bête du terme, c'est que ça s'arrête. Enfin, on décroche, comme ils disent les vieux. Enfin, c'est-à-dire qu'on écoute moins bien, c'est moins intéressant. Enfin, on s'ennuie un peu. Ce qui ne veut pas dire que ce soit mal, mais ça veut simplement dire que au lieu qu'on ait une action qui va tellement vite qu'elle a l'air arrêtée, eh ben non, là, on a vraiment un arrêt. Vous prenez déjà de jeunes, très jeunes comédiens, et vous les traitez un petit peu comme s'ils étaient déjà des comédiens confirmés. Ça, c'est la manière Mesguich. Moi, je crois que tous les comédiens sont des comédiens confirmés, même quand ils sont débutants, même quand ils ne savent pas bien faire les choses. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est bien faire, hein? C'est toujours la même histoire. Si c'était une science exacte, alors on dirait non, ce type n'a pas le niveau qu'il faut pour être ingénieur ou pour être géographe. Mais ça n'est pas une science exacte. Et parfois, les défauts sont des qualités. Parfois, quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, la manière dont il n'arrive pas à le faire est sublime. Alors, comment savoir? D'autre part, je pense qu'il faut toujours faire confiance. Je ne le dis pas par démagogie, je le jure. Je le pense vraiment profondément. Il faut toujours on va leur poser la question. Hein. On verra bien. Il faut toujours faire confiance, je crois, à ce qui va venir, à ce qui est à venir. C'est une attitude. Par exemple, c'est pas démagogique, mais un peu quand même. Vous savez très bien que vous travaillez avec vos élèves. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un cours, lorsqu'il y a les journées de juin, il y a des comédiens ou des comédiennes qui sortent un peu du lot. Ça existe aussi, c'est comme bien ça. Sûr. Ah non, mais je ne dis pas qu'après, il n'y ait pas de la valeur et de la différence entre les gens, bien entendu. Il y a des gens meilleurs que d'autres, il y a des gens plus forts que d'autres. Mais encore une fois, au nom de quoi peut-on dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien? Et chaque fois, il faut donc le travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réponse. Il y a des réponses, mais il faut fonder les arguments qui permettent de donner la réponse. Et la réponse vient par le travail, pour vous? La réponse vient par le travail. Moi, je pense que, regardez, il y a une anecdote qui me revient, c'était Marcello Mastroianni qui, je ne sais plus lors de quel festival, avait été invité, et puis il y avait une vieille actrice italienne qui lui dit « Ah, cher Marcello, ce prix, je suis très heureuse de te le remettre pour l'ensemble de ta carrière, c'est merveilleux. Et est-ce que tu te souviens que tu étais le jeune acteur qui, à un moment, apportait le café lors de telle pièce, etc., quand tu avais 20 ans ?» Et Marcello Mastroianni a reçu le prix, a dit « Merci beaucoup, c'est formidable, etc. » Il a dit « Mais j'ai un regret pourtant. » C'est quel dommage que vous n'ayez pas donné ce prix non pas à moi maintenant pour l'ensemble de ma carrière, mais au jeune homme de 20 ans pour sa carrière à venir. Être ou ne pas être est la question. Est-il plus noble à l'âme d'endurer les outrages de la fortune que de brandir les armes contre un océan de souffrance, le combattre et l'achever? Mourir, dormir, rien de plus. Par le sommeil en nous s'achèvent les tourments, les mille atteintes à la chair portée. Toute l'âme aspire à telle consomption. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être, oui. Au sommeil de la mort, les songes à venir, quand règne enfin la paix dans notre fatal désordre, nous doivent retenir. On a vraiment le sentiment que Hamlet d'un côté, Shakespeare de l'autre, enfin du même côté d'ailleurs, ça vous parle complètement, comme si là il y avait l'essence du théâtre. Mais moi je crois ça, oui. Je crois que c'est la première pièce de théâtre du monde. Alors je sais bien que chronologiquement j'ai tort. Oui, il y a comme les Grecs auparavant. Voilà, Échille, Sophocle ou Euripide ont écrit bien avant Shakespeare, bien sûr. Et en même temps... Et Shakespeare ne l'a pas oublié. D'abord, Shakespeare ne l'a pas oublié.
certainement. Et d'autre part, je pense que le début n'est pas forcément chronologique, le début des choses. La première pièce de théâtre, la matrice du théâtre pour moi, c'est Hamlet. C'est comme si, vous savez, Hamlet, ça veut dire, dans les langues anciennes scandinaves, ça veut dire maelstrom, ça veut dire tourbillon, ça veut dire ouragan, enfin siphon, etc. Typhon, pardon, etc. Mais siphon aussi. Siphon aussi, oui. Et donc ce tour-là, ce cyclone-là, eh bien je pense que c'est ça, Hamlet. Et Shakespeare n'a pas pu ne pas savoir qu'une certaine croyance disait que la mer, l'eau, l'océan, n'était pas salée en soi, mais qu'un moulin, quelque part dans la mer, tournait et dispensait le sel. Bien évidemment, le sel, c'est le sens. Hein, et, voilà, et la mer, c'est la métaphore du monde, de la vie. Métaphore. Métaphore, bien sûr. Mais voilà, l'œil du cyclone, lui, il n'est pas salé. Partout ailleurs, oui, mais l'œil, non. Le Hamlet, lui, il n'est pas salé, il est fade, il est fada, comme disent les Provençaux. C'est-à-dire qu'il est à l'orée du sens, il est au bord du sens, mais il n'est pas encore le sens. Et je trouve que c'est ça, la première pièce. Alors, d'autre part, maintenant, si on veut s'interroger un petit peu sur Hamlet, eh bien, on s'aperçoit que le premier mort dans la pièce, c'est Fortinbras père. Le dernier vivant, c'est Fortinbras fils. Au fond, c'est l'histoire de Fortinbras et non pas l'histoire d'Hamlet. Hamlet, c'est le trait d'union entre Fortinbras père et Fortinbras fils. C'est ce trou-là. Et regardez To Be or Not To Be, ça commence par To Be, ça se termine par To Be. Ça, là, on peut rien dire. Mais en plein milieu, il y a un petit ornote. Vous voyez, et c'est ce milieu-là qui est la chose et que qui ne l'on manque pas de sel. Dans toutes vos pièces, que ce soit Hamlet, que ce soit Roméo et Juliette pour prendre Shakespeare, il y a toujours une interrogation sur le théâtre, sur le mystère du théâtre. Je crois que c'est plus fort que vous. Oui, sans doute. Mais je voudrais préciser quelque chose. Alors, j'espère que ce n'est pas, je suis même sûr que ce n'est pas corporatiste. Enfin, c'est pas le théâtre qui se regarderait le nombril, comme le disent certains journalistes. Non, c'est une interrogation voilà, sur la nature du théâtre. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui, personnellement, me glace toujours et m'ennuie toujours, c'est quand il y a un certain circuit qui existe, par exemple le circuit théâtral, alors en France, mettons, et une fois que ça s'est établi, on n'y revient pas, alors on fera telle ou telle pièce qui aura tel ou tel sens, tel ou tel contenu, telle ou telle forme, etc. Mais cette frontière qui permet de s'installer dans la sécurité douillette de celui qui dit bah, ça existe, hein, moi le théâtre, voilà, c'est du théâtre, quoi. Et puis d'autre part, maintenant on va faire ça. Ça me gêne toujours un peu. D'ailleurs, je m'adresse aux plus jeunes, je pense qu'il faut toujours réinventer le circuit dans lequel on est. C'est-à-dire il ne faut pas se dire ça existe et maintenant dedans j'aimerais être reconnu. Il faut se dire, peu importe qu'on ne me reconnaisse pas, inventons le théâtre, inventons quelque chose. Alors c'est difficile parce qu'il faut tenir deux rênes à la fois. À la fois ne jamais cesser de vouloir être dans ne pas être dans la méconnaissance, en tout cas, du passé. Il faut avoir de la mémoire, il faut être cultivé, il faut savoir d'où viennent les choses, bien sûr, le plus possible, à l'infini, et on n'en saura jamais assez. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile à penser, mais pourtant il faut s'efforcer de le faire, et en même temps faire comme si rien n'avait jamais existé, et on invente la chose. Je pense, moi, que quand on monte une pièce de théâtre, on est sommé aussi de dire pourquoi, comment, et que la frontière entre le théâtre en général d'un côté et puis telle pièce de l'autre, et j'entends le mot pièce plus comme un morceau, comme en anglais, piece of, un morceau de quelque chose, un morceau de l'océan général de la littérature, eh bien je pense que la frontière qui sépare ces deux mondes doit se réenrouler sans cesse sur elle-même, et cette petite pièce, ce petit morceau de théâtre, qui est un élément, à son tour doit englober l'ensemble et rendre compte de l'ensemble. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire on fait du théâtre, ça c'est clair, et d'autre part maintenant je vous fais ça. Non, on fait quoi? On arrive et on invente le théâtre pour pouvoir faire ça. Vous venez de dire qu'il fallait savoir se nourrir du passé et être soi-même dans le présent, c'est-à-dire revisiter en définitive les choses. Il y a quand même un spectacle que vous avez monté, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est le Tête d'or de Claudel. Ça vous fait sourire parce que c'est vrai que là, vous êtes rentré dans l'œuvre et vous en avez fait quelque part autre chose. La famille vous l'a reproché? Autre chose que l'œuvre, mais c'est impossible. Non, sérieusement, faire autre chose que l'œuvre, c'est impossible. Là aussi, il faut s'entendre. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre? Répondez à ma question sur Tête d'or précisément. Non, je dis ça parce que c'est vrai que vous avez modifié ce qui était, non pas l'esprit de l'œuvre, mais tout ce qui était sa mise en scène originale. Non, je ne sais pas si on peut dire ça. Attendez, Claudel, Tête d'or, avec 800 morceaux de musique différents, dont du rock'n'roll, Bob Dylan, tiens, comme par hasard, des décors encastrés les uns dans les autres, le journal télévisé qui arrivait sur fond d'écran. D'accord, mais vous dites une chose différente de la mise en scène originale Oui, en fait, ce qui était peut-être à l'origine l'idée de Claudel. Mais vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Expliquez-moi. Non, moi je crois que la fidélité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, fidélité à un texte. La fidélité à un texte, c'est un mot étrange. Fidèle, je crois l'être, vraiment. Mais je crois l'être dans un sens précis du mot fidèle. Fidèle, ça veut dire ne pas
casser, ne pas tordre, ne pas annuler, ne pas refouler, ne pas bafouer la lettre du texte. Ce qui est imprimé. Ce qui est imprimé doit être dit, c'est le pacte, c'est le contrat fait avec cette écriture. Mais vous savez bien que la lettre du texte n'existe pas en soi, elle est votre point de vue. Non. Et le point de vue d'un autre metteur en scène ne sera pas le même. Bien sûr, mais la lettre restera la même. Donc c'est pas la lettre qui change. La lettre, elle est immuable. C'est l'esprit qui change. Et ce qu'on appelle l'esprit, c'est le mot pudique pour dire l'idéologie, pour dire la lecture qu'on fait. Ça n'arrête pas de changer. Même ceux qui croient s'accrocher bec et ongle à ce qu'ils appelleraient l'œuvre, c'est-à-dire en fait l'esprit de l'œuvre, c'est-à-dire en fait l'idéologie de l'œuvre, même cela change sans arrêt. La lettre, elle reste. C'est la lettre qui compte. Moi, je joue la lettre des textes. Maintenant, à l'intérieur de ça, eh bien, j'ai des lectures. Bien sûr, c'est comme ça que moi je le lis, c'est comme ça que j'ai décidé de le montrer, c'est comme ça que je crois que c'est plus intéressant, plus juteux, plus plié, plus riche peut-être, mais c'est la lettre qui, elle, ne bouge pas. De ce point de vue-là, je suis fidèle. Vous savez, la plupart des gens qui disent « Monsieur, vous avez trahi » sont des gens qui sont attachés à un traumatisme. La première fois qu'ils ont vu l'œuvre, ou qu'ils ont lu l'œuvre, ils ont pensé c'était ça. Que c'était ça. Et ensuite... C'est déjà bien qu'une œuvre fasse cet effet-là. Tant mieux. Mais ensuite, quand ils ont 50 ans, 60 ans, bien plus tard, ils veulent retrouver leur jeunesse. Ils disent, mais c'est comme ça que je sais que c'est. Mais ils ont tort. Alors c'est peut-être humain, c'est du conservatisme accroché, bec et ongle comme ça, mais je crois en même temps que c'est dommage, parce que ça tue ce qu'ils prétendent défendre. Moi je crois qu'une œuvre est d'autant plus riche qu'elle s'enrichit précisément de toutes sortes d'influences. Et plus elle se connectera à d'autres pensées, à d'autres œuvres, à d'autres idées, à d'autres images, etc., plus elle grandira. Ça ne change rien. Si quand je monte Tête d'or de Claudel ou Andromaque de Racine ou ce que vous voulez, je brûlais tous les exemplaires et j'interdisais toute autre lecture que la mienne, alors on aurait raison de dire comment, scandale, mainmise, tyrannie, etc. Mais là, c'est pas le cas. Après, je le laisse... C'est comme les toilettes, dans l'état où je l'ai trouvé en entrant. Le livre est toujours là, vous voyez. Simplement... Comparaison discutable. Discutable comparaison. Mais à un moment, eh bien voilà, il y aura eu ça. On aurait pu le lire comme ça. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Lévinas, qui pourtant a travaillé énormément sur des textes du Talmud, qui à un moment écrit à peu près « Il ne faut jamais se demander ce que veut dire un texte ». Ça peut être étonnant. Comment, excusez-moi, vous n'avez pas arrêté de faire ça toute votre vie. Et il ajoute « Il faut se demander ce que peut dire un texte ». Et si ce texte peut dire telle chose, même inouïe, même impensable, même folle, même incroyable, inconcevable, alors c'est que ce texte dit cette chose. Ou alors il faudrait que la juste lecture... alors il faut de la police dans ce cas-là, parce que même quand vous prenez un livre et que vous le lisez à votre manière dans votre lit le soir, il faudrait qu'il y ait un policier pour dire non, pas comme ça, comme ça. Vous voyez, pourquoi ? Le théâtre, effectivement, c'est une lecture un peu spéciale. Le théâtre, c'est une lecture qui se donne à lire. Elle s'offre au public. Voilà, et pendant un tout petit moment, eh bien, elle se transmue en écriture, et puis de nouveau, elle retourne au lit général et au fleuve général de la lecture. Moi, je pense que c'est un acte de civilisation, que des gens se réunissent à 20h30 en général, à heure fixe, dans un local plutôt chauffé, et qui décident d'écouter ensemble ce qu'on peut faire de traces laissées par des gens qui peut-être ont écrit il y a 3 siècles, me paraît une merveille. Si c'était pour dupliquer sans cesse la même histoire, comme aux enfants qui veulent la même histoire et qu'on ne change pas un mot, je trouve que ce serait un peu dommage. Moi, je crois au contraire que ce sont les écarts qui mesurent nous, notre temps, le présent. Ce n'est jamais de la même manière que les choses se passent. C'est Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Le texte est le même, mais ce n'est pas le même. Le dos noir des aigles volait en arrière, emporté par le... Et, pardon. C'est assez beau, c'est que tu lui enlèves son bonnet et tu souffles dans ses cheveux. Dans le grand tourbillon de l'abîme, moitié entre nous et les lacs. Oui, souffle fort, que ça soit vraiment sensuel, enfin, tu vois. Je peux pas faire le son, souffler fort, en fait. Ah non, je sais bien. Eh bien, fais tantôt le son, tantôt... D'accord. Parce que toute la crête de Gending est dans cette chambre. Ouais. Dans le grand tourbillon de l'abîme, moitié entre nous et les lacs. Et sort ses cheveux, peut-être. Tu vois, c'est-à-dire, il rend sa maman belle. Il fait de sa mère une femme et non pas une mère. Dans le grand tourbillon de l'abîme, moitié entre nous et les lacs.
Oui, tu peux plisser les yeux parce que, oh là, il y a un vent. Ah, oui, oui, voilà. Oui, voilà. Voilà. Le dos noir des aigles volait en arrière, emporté par le vent. Parlons des classiques. Ce rythme particulier qu'est l'alexandrin, ça vous plaît, ça vous amuse? Il y a quelques années, quand on s'était vu sur un film, vous m'aviez raconté, je pense que c'était Bérénice probablement, comment on pouvait modifier un alexandrin rien que dans la manière de le dire, de le scander. Oui, ou sinon le modifier, parce qu'on ne le modifie évidemment pas, la lettre reste intacte. Vous vous souvenez de ce qu'était l'alexandrin en question? Oui, je m'en souviens très bien. C'était Antiochus? Je m'en souviens très bien, c'était Antiochus, exactement, dans Bérénice. Oui, c'était dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui, un vers très célèbre donc, que dit Antiochus à Bérénice. Et il ajoute tout de suite après, ou à peu près, j'espère que c'est ça, je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. Alors, cet alexandrin, vous savez, un alexandrin a toujours 3 césures. Une à la fin du premier hémistiche, au bout de 6 syllabes, et une césure flottante à l'intérieur de chaque hémistiche. Donc ça fait 4 morceaux, en fait, si on veut, avec un accent à la fin de chaque morceau. Bien. Et bien, je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. Vous remarquez que c'est 1, 2, 3, 4. Je vous cherchais 1, 2, longtemps. 1, 2, errant. 1, 2, 3, 4 dans ces arrêts. Donc c'est un peu comme to be or not to be. Ça commence par 4, ça se termine par 4. Et dedans, il y a 2, 2. C'est donc, la forme que ça aurait, si j'ose dire, c'est une longueur, une petite largeur, une longueur. C'est comme un vase. C'est comme si on était enfermé dans quelque chose. Alors maintenant, que dit l'intrigue? L'intrigue dit, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. On imagine l'Orient, on imagine le désert, c'est illimité, il n'y a pas de mur, enfin, c'est le désert, comme ça. Mais le simple fait qu'il dit « je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts », le referme. En gros, ce que ça veut dire, c'est « je suis dans un cachot à l'intérieur du désert. Je suis enfermé dans le désert. » Et je pense que ça, c'est le rythme du vers, c'est l'écriture qui le dit, et non pas le sens des mots. Les sens des mots du dictionnaire ne disent pas cachot, ne disent pas prison. Et pourtant, la manière de le dire, le style racinien dit cachot dans désert, prison dans immensité. Je crois que c'est très important d'entendre ça. Mais je crois que le grand acteur, c'est celui qui a de grandes oreilles. Pas physiquement, hein. Mais c'est celui qui entend au-delà de ce qu'on croit entendre normalement. Il y a naturellement la double lecture sur le classique. C'est la lecture de ce qui en a été fait et la lecture de ce qu'est ce que vous appelez la lettre du texte. Oui, il y a 2 textes en réalité. Il y a le texte imprimé, la lettre, et puis il y a l'autre texte, mais qui est tout aussi prégnant et présent, et qui est les exégèses, les gloses, les mises en scène passées, enfin la culture à partir de ce texte. Et je pense qu'il faut mettre en scène les 2 textes, oui. La pièce en soi a une importance, bien sûr. Mais si quelqu'un écrivait aujourd'hui Andromaque de Racine, je trouverais ça nul. C'est bien parce que c'est il y a 300 ans que c'est génial, vous voyez. Non pas parce que je serais historien, mais simplement parce que ça ramasse 300 ans. Alors qu'autrement, quelqu'un qui, alors qu'il a existé Artaud ou Bataille ou Joyce, qui écrirait maintenant Andromaque, je dirais, excusez-moi, renseignez-vous avant, enfin, vous êtes un peu en retard. Vous voyez, mais je pense que la lecture désobéit à la flèche du temps. Vous savez, la flèche du temps, c'est que cette carafe est entière. Si je la lâche et qu'elle se casse, eh bien, elle sera en 1000 morceaux. Il y a toujours d'abord une carafe, puis des morceaux. Il n'y a jamais des morceaux, puis une carafe. Hein. Ça, c'est la flèche du temps. Il y a un ordre. Voilà, il y a un ordre. Mais pour la lecture, cet ordre est bafoué. Dans l'acte de lire, et donc dans l'acte du théâtre, cet ordre est bafoué. Je peux connaître Joyce avant de connaître Homère. Et même lire Homère à la lecture de Joyce. Et c'est pour ça que le théâtre est libre, contrairement à ce que disent ceux qui s'accrochent comme des idiots en croyant qu'il y a une flèche du temps. Ça veut dire qu'on peut avoir lu Hamlet autrement si on a lu Beckett avant. Par exemple, bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas ne pas avoir lu Beckett avant. Enfin, si c'est pas Beckett, c'est la télé, peu importe. Mais moi, je connais le téléphone, la télévision, Internet, enfin, je ne sais pas quoi. Et bien voilà, à partir de ce moment-là, que je le veuille ou non, c'est inscrit en moi. Et quand je vais lire maintenant Andromaque de Racine, il y aura du téléphone dans ma tête, enfin. Il faut à la fois dire, c'est bien le 17e que je vous montre, ça n'est pas le 17e que je vous montre. C'est bien mon époque et mon présent que je vous montre, ça n'est pas mon époque et mon présent que je vous montre. Ou plutôt, c'est un présent altéré, un présent déjà mélangé, un présent non pur, et qui s'ouvre et qui s'enrichit. Arrière! Où est la garde de l'empereur? Trahison, monseigneur, Lavinia est enlevée. Enlevé? Par qui? Par celui qui pourrait au nom du droit ravir sa fiancée au monde entier. Suivez-moi, seigneur, et je vais bientôt vous la ramener. Mes frères, aidez à l'emmener d'ici. Et moi, je garderai cette porte, l'épée à la main. Père, vous ne passerez pas là. Tius, mon fils, tu me barres le chemin d'Andromaque.
Il vous est arrivé de briser la flèche du temps lorsque vous avez déclaré que Racine était l'auteur français qui avait le mieux lu Freud. Mais c'est comme quand je disais que Shakespeare était juif. C'est une façon de parler. Oui, effectivement, c'est un pli, c'est un retour, encore une fois, oui. Oui, bien sûr. Mais je crois, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que Hamlet était la première pièce, même si la chronologie disait le contraire. Eh bien, je pense que Racine a lu Freud, bien... Sans le savoir. Sans le savoir, bien sûr, voilà, oui, sans le savoir. Cela dit... Racine, c'est la langue. Mon camarade Pierre Debauche dit une chose très belle sur Freud, alors il faut quand même que je la dise. Il dit, bon, d'accord, Édipe, c'est Freud, mais c'est pas vrai. C'est quand même Sophocle, un homme de théâtre, qui a inventé ça avant tout. C'est-à-dire que le théâtre ait besoin de puiser à la psychanalyse ou à la philosophie, bien sûr. Mais avant la psychanalyse, et d'une certaine manière avant la philosophie grecque, eh bien, il y avait le théâtre. C'est le théâtre qui est la matrice de tout ça, quand même. Et c'est pour ça que moi, j'aime le théâtre. Parce que j'aime la psychanalyse, j'aime la philosophie, donc, avant tout, j'aime le théâtre. Je suis toujours très étonné que les gens de théâtre ne soient pas les premiers à s'intéresser à ce qu'on appelle la psychanalyse. Le mot psychologie est un mot banal. On dit, psychologiquement, là, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin, etc., etc. Et alors, on emploierait tous les mots, ou presque, de la psychanalyse, sans savoir une seconde ce qu'est la psychanalyse. Mais la moindre des politesses est de se renseigner un peu. Je ne dis pas forcément d'être un psychanalyste, encore moins de telle ou telle obédience, mais de se renseigner, de lire des livres, de savoir comment ça marche, le plus possible en tout cas. Donc oui, bien sûr, la psychanalyse, mais ça devrait être banal. En fait. Ça veut dire que quand vous parlez avec vos élèves, vous leur dites toujours d'aller voir derrière le texte, derrière le sujet, de faire effet à l'inconscient? Bien sûr. Je pars du principe qu'il n'y a pas d'élèves. Il y a des jeunes acteurs et puis les plus âgés. Alors le plus âgé, en l'occurrence moi, transmet son expérience, ses idées, ses désirs, ses envies, sa vulnérabilité aussi. Et peut-être qu'il transmet davantage ce qu'il ne sait pas qu'il transmet, par un geste, une attitude, un vocabulaire, que par ce qu'il croit qu'il transmet. Peut-être que tout ce que je leur dis, bon, ils l'oublieront, alors que ce que je ne sais pas que je leur dis quand je leur parle, c'est ça qui restera. C'est en tout cas l'effet que m'a fait Vitesse. Je n'arrive pas bien à retenir telle ou telle phrase qu'il aurait prononcée, etc. Mais je sais que l'ambiance générale, la manière d'être et la manière de réagir devant le monde et devant les textes, sûrement a été mon véritable professeur. L'autre Vitesse, donc. Eh bien, je pense que c'est comme ça que se fait l'enseignement. Et d'autre part, je pars du principe que ce sont des acteurs peut-être moins expérimentés, mais dans leur moins d'expérimentation, il y a à la fois beaucoup de faiblesses, parce que plus on est expérimenté, mieux c'est, et beaucoup de force aussi, parce que parfois, c'est en ne sachant pas jouer à un vieux jeu qu'on en invente un nouveau. Et parfois, sans qu'ils le veuillent peut-être, ils sont plus à, j'allais dire l'avant-garde, le mot me déplaît, mais enfin, ils sont plus à la pointe, ils sont plus en avant que moi. Que ça soit une chose plus folle, plus tordue, plus cassée, plus... Simplement après, il faut comme devenir une épave à l'avant-scène tour, tu vois. Ça aurait pu être plus brûlant, comme si tu le découvrais tout de suite. Et si ça avait été un autre? Ah, que je le découvre plus. Oui. Comme ça, ouais. Alors, ça aurait été lui que t'aurais aimé. Tu vois, tout d'un coup, c'est tout juste s'il lui dit pas « salope, tu me trompes avec moi-même ». Et on peut toujours dire ça à quelqu'un. Le comédien, il y a bien longtemps, c'était la tripe. Et vous militez pour qu'on dise le comédien, c'est l'intelligence. J'aimerais qu'avec intelligence, ce soit les deux. Mais ce soit intelligence et tripe. Mais enfin, tripe, c'est un mot dégoûtant quand même. Hein. Non, ça dit bien ce que ça dit. Oui, je sais bien, mais je trouve ça quand même un peu dégoûtant. Non, moi je pense... Non, parce que quand il y a l'incarnation pure, alors ça me paraît un Dieu trop plein. Vous voyez, c'est là où peut-être je suis un peu juif. C'est trop plein, quand ça incarne, quand il y a du sang qui coule, ça me dégoûte un peu. Et je trouve ça finalement assez barbare. Je préfère qu'il y ait du sens qui coule, si j'ose dire, et non pas du sang. Je préfère qu'il y ait du flux, qu'il y ait de la différence, qu'il y ait quelque chose d'inattrapable, d'inconcevable, d'indécidable. Alors évidemment, on va dire, donc c'est un télo, donc c'est l'intelligence contre le corps. Oui et non, parce que ce qui me plaît dans le théâtre, c'est précisément qu'on prête son corps, qu'on ne le donne pas. Vous
voyez, par exemple, je ne suis pas pour le tatouage, je suis pour le maquillage. Le maquillage, ça s'enlève. Je ne suis pas pour que... Je déteste, par exemple, quand De Niro dit « alors j'ai maigri de 25 000 kilos pour... Ou j'ai grossi de 25 kilos. Pour jouer le maigre, ou j'ai pris 300 kilos pour jouer le gros. Parce que dans ce cas-là, et pour jouer le manchot, tu te coupes le bras, et pour jouer le mort, tu meurs. Vous voyez, il y a toujours une limite à l'acteur studio. Hein. Non, moi je crois que justement le théâtre, c'est précisément qu'on est comme on est, sauf qu'on joue le vieux, on joue le gros. Et je pense qu'un maigre qui joue le gros, c'est 1000 fois plus beau que l'acteur d'Hollywood qui grossit. Voilà. Vous connaissez la définition du psychanalyste par Woody Allen? C'est quoi? C'est un chirurgien juif qui n'aime pas le sang. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Vous avez mis en scène Offenbach. Moi j'étais dans la salle et je me suis dit, Mesguich, il a eu envie de rigoler. En montant Offenbach. Offenbach donne à rire, c'est vrai. Mais il y avait aussi un pari quelque part, c'est que vous prenez les comédiens de la comédie française, qui ne sont pas des chanteurs, pour les faire chanter, ce qui n'était pas leur métier. Pour certains. Pour Sylvia Berger, par exemple, c'est une véritable chanteuse. Elle chante très bien, mais ce n'est pas son métier néanmoins. C'est moins son métier. Mais enfin, oui, mais parce que je crois qu'Offenbach, d'abord, ne s'est pas fait pour les chanteurs d'opéra, c'est fait pour... Moi, je crois que c'est du théâtre, avant tout, et c'est du théâtre qui est tellement du théâtre, et qui rit tellement, et qui est tellement heureux d'être du théâtre, qui l'enchante. Vous voyez? Mais je ne crois pas que ce soit de la musique à voix, enfin. Le pigeon vient plumer, prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes, mais dites-moi que vous m'aimez. À moi, les jeux et les riches, les danses cavalières. À moi, les nuits de Paris, qu'on me mène aux casanières. Sachez-le bien seulement, car c'est là ma nature. Je prendrai pour mon argent, je vous le jure. Il y a ce Brésilien qui quand même termine avec le maillot de l'équipe du Brésil. Du Brésil, on peut rien me dire. Non, mais il y a toute une envie de jouer quand même, là, c'est vrai. Il y a référence à Elsa Poppin, à Woody Allen. Le maillot d'une autre équipe, mais là, c'était le Brésil, on peut rien me dire. Non, ça c'est sûr, n'empêche. Oui, mais je pense que... Il y a les trains qui traversent la Seine, qui montent autour du rideau. C'était une gare, on peut rien me dire non plus. Ouais. Non, si vous voulez... Oui, bien sûr, j'entends bien la question. Mais je crois que si on n'est pas un peu insolent, un peu rebelle, un peu décevant peut-être sous certains aspects, eh bien je Vous avez déçu avec Offenbach? Ah, il y a sûrement des gens, oui, qui disaient « Mais la Lévy, c'est pas ça !» tout en ne connaissant pas mais la Lévy. Parce que la plupart des gens qui s'autoproclament propriétaires de l'intégrité de quelque chose n'y connaissent rien. Moi, un jour, j'étais à Nice, j'avais monté le Ring de Wagner. Autre musique? Une autre musique, oui. Et on m'avait demandé de faire une conférence devant les amis de Richard Wagner à Nice. Vous voyez, j'avais très très peur. Je voyais donc des gens très BCBG, ils avaient tous des blazers, des petits foulards, ils étaient un peu Jeune France comme ça. Et qu'est-ce qui nous fait, cet horrible bolchevique juif avec Wagner? Et donc je commence à me faire un peu engueuler par une dame. Et puis à un moment, par hasard, je lui dis « Mais vous savez bien ce que dit Brunhilde à ce moment-là ?» Et je vois dans son œil qu'elle semblait ne pas le savoir. Je dis « Madame, que dit Brunhilde à ce moment-là » Elle ne savait pas. Quelqu'un sait-il dans la salle ce que dit Brunhilde à ce moment-là? Personne ne le savait. Alors j'en ai profité. Et quelqu'un sait-il ce que dit Wotan à tel moment? Non, mais vous ne connaissez rien alors. Et j'étais très à l'aise après. Vous voyez, mais eux, ils étaient sûrs d'être les propriétaires, vous voyez. Et c'est souvent comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur des propriétaires, ils ne possèdent rien. Voilà, mais on revient à toute la discussion qu'on a eue, à savoir, là, vous avez rajouté une bonne idée d'ailleurs. L'école du cirque d'Annie Fratellini, des effets spéciaux, fumée. Bon, vous avez revisité le Ring et ça n'a pas dû plaire à tout le monde, c'est normal, surtout autour de Wagner. Mais je ne l'ai pas revisité, je l'ai visité comme les autres après tout. Ouais, c'est ça. Simplement, les autres souvent, enfin les autres, ça dépend lesquels d'ailleurs, mais souvent visitent en faisant les mêmes déplacements que la visite précédente, et moi j'ai fait un peu une autre visite, mais c'est une visite pas plus, pas moins que les autres. Vous voyez, par exemple, souvent on dit « Ah, mais quelle mise en scène ostentatoire !» À l'opéra, c'est toujours un peu le cas, c'est nécessairement ostentatoire. Oui, mais on pourrait le dire tout autant des mises en scène banales et conventionnelles. Simplement, ça se voit pas, vous voyez. On a oublié que c'était une mise en scène. Alors on dit, ben, lui au moins, il ne fait pas de mise en scène. Non, il en fait tout autant que moi, sauf qu'il fait toujours la même. Parce que c'est toujours on qui commande, comme si Oreste ou Hamlet étaient moins forts que on. On ne fait pas ça, mais on est faible à côté d'Hamlet. Hamlet peut faire ça, même si on ne le ferait pas. Nous voulons une république fondée sur la vraie liberté, sur la liberté civile, sur la représentation nationale. Nous l'aurons, je le jure en mon nom et en celui de mes compagnons d'armes. Nous le jurons. À la télévision, vous avez fait beaucoup de rôles historiques.
Oui, je sais bien. En général, d'ailleurs, je dis oui, oui, parce que j'ai un visage historique, quelle que soit l'histoire. C'est pas tout à fait faux. Je ne sais pas, oui. Chaque fois que je joue un personnage historique, on me dit comme tu lui ressembles, c'est incroyable. Or, ils ne se ressemblent pas entre eux, tous ces personnages historiques. Vous, ça vous parle, enfin, vous aimez ces personnages, vous les acceptez? Je les accepte, oui, ils ont leur lettre de noblesse, sans doute, et en même temps, je crois que c'est aussi le décalage avec eux qui m'intéresse. Moi, je pense que tous les personnages sont à égalité, c'est-à-dire qu'un personnage historique n'existe pas en réalité. Par exemple, j'ai joué Napoléon. Moi, j'avais l'impression de jouer un personnage tout à fait inventé, fictif. Bien sûr que je ne pouvais pas ignorer qu'il s'agissait de Napoléon, mais pour moi, j'inventais un personnage qui ressemblait, oui, plus ou moins à Napoléon, mais qui n'était pas Napoléon. Moi, je m'en fiche de Napoléon, au fond. Ce pays devient ingouvernable. Mais je ne suis pas Barras. Si je fuis qu'à Dieu ne plaise, je fuirai par le haut. Ils ne se consolent pas d'avoir tranché la tête de leur roi. Eh bien, moi, je leur en fabriquerai un à ma façon. Il y a un rôle qui je pense, a compté dans votre vie. C'est chez Robert Hossein. C'est dans Danton et Robespierre. Oui, je sais bien. Alors, chaque fois que le mot Robert Hossein est prononcé dans un entourage proche, un peu un télo, il faut bien le dire, que je peux avoir, les gens disent Robert Hossein, Daniel, qu'est-ce que... Comme si c'était, non pas méprisable, mais enfin bon, oui, comme si c'était vraiment autre chose. Vous avez adoré cette expérience. Mais moi j'adore ça et j'adore Robert Hossein, tout simplement. Ce qu'il fait, à condition qu'on ne le compare pas à telle ou telle autre chose, parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. On ne peut pas dire les musiques de Brassens sont moins bonnes que Mozart. Oui, mais non. Parce que ça n'a rien à voir, il ne faut pas comparer ce qui ne se compare pas. Eh bien, je pense que Robert Hossein, dans sa manière de faire du théâtre, est un maître. Il le fait très très bien. Il y a des sous-Robert Hossein. Et dans le Robert Hossainisme, c'est Robert Hossein le meilleur. Mais ça manquait de folie, tout ça. Les descentes, les montées, les reculs sont bons. Mais quand on applaudit un mec à la fin, c'est que vraiment on en a eu plein la gueule. Or, pendant que le lieu a lieu, on ne sent pas cette même passion que vous venez de mettre pour l'applaudir. Voilà. C'était Camille Desmoulins. Voilà un beau personnage. Ah, moi, j'adorais ça aussi. Mais là aussi, encore une fois, je n'avais pas trop l'impression, pardon, peut-être je vous déçois, de jouer Camille Desmoulins. Je jouais, oui, une nébuleuse, enfin, une vague idée de Camille Desmoulins. Et même si Robert me disait ouais, « tu comprends, là, il fait ci, il fait ça, etc. » Oui, peut-être, mais bon, moi, je jouais. C'était plus le rapport avec Bernard Fresson, avec tel ou tel, avec Jean Negroni, avec d'autres, que Camille Desmoulins. Enfin, je n'incarnais pas Camille Desmoulins. C'est encore une fois ce concept d'incarnation qui me gêne, quoi. Longue vie à la défense de l'Europe. Dont je confie la direction à maître Rémy Lecoudray. On a le sentiment que là, d'un seul coup, vous auriez pu peut-être quitter un peu le théâtre et vous avancer dans le cinéma. Oui, il y a un moment où j'ai préféré être ce que je suis, au fond. C'est-à-dire, oui, plus metteur en scène, plus quelqu'un qui s'interroge sur l'essence de l'art dramatique, de l'acteur, du personnage, etc. Et je trouvais qu'il y avait peu de liberté pour moi, même s'il y avait plus de sous, plus de gloire. C'est pas de l'héroïsme, c'est pas non, j'aurais pu devenir quelqu'un de très connu et j'ai préféré cette chose magnifique, etc. Non, mais très naturellement, tranquillement, j'ai préféré faire ce que je fais. Mais ça vous a amusé de jouer dans La Banquière? Mais j'ai adoré. Mais j'adore être acteur au cinéma, réellement, réellement. C'est là où il y a un paradoxe, sans doute, chez moi. C'est que j'aime beaucoup être acteur de cinéma. Je trouve que c'est un art à part entière. Je ne le mets pas au-dessous du théâtre, contrairement à ce que font certains qui disent oui, mais le théâtre c'est tellement mieux pour les acteurs. Non, c'est très difficile d'être acteur de cinéma, parce que c'est plus circonscrit, c'est plus précis, c'est plus monotone aussi peut-être. Enfin, moi je connais, j'ai des amis qui sont ce qu'on pourrait appeler des stars, ou en tout cas presque des stars, qui travaillent beaucoup, qui sont toujours comme ça au téléphone avec des agents, tout ça. C'est pas une vie qui m'aurait plu, tout simplement. Tout simplement, ça ne m'aurait pas plu. Voilà, alors je ne l'ai pas fait. Petit con. Alors écoute-moi bien, j'ai fait tes conférences parce que ça m'amusait. Et parce que j'avais besoin d'argent, mais je ne serai jamais ton employé. Le reste, quand tu voudras, où tu voudras. Mais ne compte pas sur moi pour devenir un fonctionnaire de Madame Eckert. Tu m'excuseras, mais je crois que je vaux un peu mieux que ça. C'est clair? Tu vaux combien? Tu demandes combien par mois? Et voilà, c'est ça. Tu ne comprends donc pas que c'est contre ça que je me bats? Et alors voilà, là c'est le foyer.
Alors c'est là que les théories les plus fumeuses, mais les plus géniales aussi parfois, prennent jour. Voilà. Et puis comme le conservatoire est une école d'acteurs et non pas une école générale du théâtre, il n'y a que des comédiens ici. Et ça se voit d'ailleurs, non? Je trouve que c'est un lieu de théâtre, vraiment comme sur une scène, comme un décor. Eh bien, du coup, alors, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas tous les apanages d'une école. Alors, les gens mangent n'importe comment, ils mangent dans des coins comme ça, ils s'achètent d'un truc dans un restaurant chinois d'à côté, puis ils mangent dans les coins, enfin, et puis ils discutent. Je trouve que c'est un endroit stratégique ici. C'est l'endroit où on se réunit, c'est l'endroit où on dit des bêtises, où on dit des folies. C'est là aussi où des gens qui, normalement, ne travaillent pas ensemble, se parlent quand même, ou s'engueulent. Hein, voilà. Donc, c'est un lieu de bouillonnement. Parfois simplement quelqu'un qui a une attitude qui semblerait passive, parce qu'il écoute, il prend des notes peut-être, et il écoute Béat, sa manière d'écouter, la manière dont des étoiles se mettent à briller dans ses yeux, eh bien parfois c'est ça qui me pousse moi à dire telle ou telle chose que je n'aurais pas dite autrement, s'il avait semblé avoir l'encéphalogramme plat et me regarder mollement. Et je pense que d'une certaine manière, aussi comme ça, il m'enseigne quelque chose. Oui. Il me force à m'enseigner à moi-même quelque chose que je leur enseigne. On disait au début que vous étiez là depuis 19 ans, donc précisément. Vous allez rester combien de temps ici? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que lorsque j'ai été nommé, il y a une dizaine d'années maintenant, directeur du Théâtre National de Lille, au ministère de la Culture, on m'a dit, bon bien évidemment Daniel Mesguich, vous quittez Paris puisque vous allez à Lille, donc vous quittez le conservatoire. J'ai dit, ah ben alors non, alors je ne vais pas à Lille. Pour moi, le conservatoire était plus important que diriger un grand théâtre. Je ne sais pas pourquoi. Ce lieu me plaît, ce lieu je l'aime. Je l'aime vraiment, je suis heureux d'entrer au conservatoire, même quand de temps en temps ça m'ennuie un peu parce que voilà, j'ai plein d'autres choses à faire, que je me dis mon Dieu, on va encore me passer un Tchekhov alors que je suis dans un autre truc. Mais en même temps, j'aime ce lieu, j'aime la plupart du temps mes élèves, vraiment, profondément, enfin je le crois. Moi j'en suis sûr, je ne sais pas si je le montre, mais moi j'en suis sûr. Mais on voit précisément que vous avez plaisir à faire les cours. Hein. Mais j'aime ça, j'aime les jeunes acteurs, j'aime travailler avec eux, j'aime qu'on cherche ensemble, qu'on invente ensemble, j'aime leur donner des choses, je ne sais pas si après ils en font ce qu'ils veulent, mais moi j'aime donner, j'aime transmettre. Alors bon, mais peut-être que le théâtre est une transmission, peut-être qu'il y a toujours de l'enseignement, peut-être que nous on divise, on dit ça c'est l'enseignement, puis là c'est le metteur en scène, là c'est l'acteur, mais peut-être que l'art dramatique, qui ne peut pas se faire sans l'autre, aussi bien dans sa production, dans sa manière de se produire, que même dans son rendu, après, il faut des spectateurs. C'est à l'autre qu'on s'adresse toujours. Et pas forcément l'autre présent, même l'autre absent. Moi, je crois toujours que par exemple, une salle de théâtre est une métonymie, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un prélèvement de l'humanité. Ce sont des exemples. Ils sont venus, comme le peuple élu, ce soir-là, mais pour transmettre après, même s'ils transmettent rien, peu importe, à d'autres. Ils remplacent, ils représentent à leur tour les spectateurs. Les autres hommes. Et les autres hommes, les vivants, ceux de toute la planète, mais même les morts aussi. Parce que je crois qu'on règle toujours ses comptes. Moi, je crois que quand on fait du théâtre aussi pour les morts, pour ceux qu'on n'a jamais rencontrés. Et pour les morts et grâce aux morts. Grâce aux morts, de toute façon, ça c'est sûr. Mais même pour ceux à venir aussi, ceux qui ne sont même pas encore nés, même pas conçus, qui ne sont même pas encore spermatozoïdes. Mais ça fait rien, c'est aussi pour eux qu'on travaille. Vous voyez, c'est pour l'immensité du monde qu'on fait telle chose précise, dans tel lieu précis, devant telle personne précise. Et moi, je crois donc que c'est toujours une transmission, tout le temps. Ça ne veut pas dire une générosité, ça ne veut pas dire qu'on donne. Ça veut dire que ça part de nous, mais déjà ça venait d'ailleurs, ça nous a traversé, ça a ricoché, c'est comme au billard, ça a ricoché sur tel mur, c'est parti par là, et finalement on ne sait pas trop ce qu'on a transmis, mais on a transmis. Moi, je pense que l'enseignement, donc, est la suite naturelle du théâtre, et je dirais même que je comprends mal les artistes qui ne sont pas aussi professeurs à leur manière, qui ne transmettent pas officiellement. Je crois que toujours, dès qu'on a quelque chose, on le rend. C'était pas à nous, alors on le rend. Voilà, c'est comme le texte, c'est comme la lettre du texte. C'était pas à moi, je l'ai prise pendant un moment, cette lettre, mais maintenant je la rends à d'autres qui pourraient faire... Je la passe, je la fais passer. Exactement. Et je crois donc que l'enseignement, oui, fait partie de ma vie. Enfin, j'aurais toujours été accroché à l'école, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être aussi une façon de rester enfant, hein.
également chez Ridel. Dixièmement, parce que comme on ne peut passer le nombre de 10 sans faire une répétition des autres nombres, et qu'il est le nombre universel, aussi quand on a trouvé le docteur universel, je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi tu vois par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes, que je ne suis pas seulement une fois docteur, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Bonjour. Dans votre livre L'éternel éphémère, vous mettez en avant l'indécidabilité de l'acteur face au monde. Est-ce indispensable à l'état d'acteur? Mon Dieu, quelle énorme question. Mais les énormes questions supposent des réponses assez courtes en général. Alors oui. Merci. Non, je voulais simplement parler de quelque chose qui n'était pas fixe. Je crois qu'il faut sans cesse affirmer que ça reste libre, que ça reste ouvert. Au fond, indécidabilité est un mot un peu plus long que jeu, le jeu, J-E-U. Mais c'est surtout ça qu'il faut réaffirmer. Vous voyez, à peine je dis ça que je n'ai rien dit. Oui, bonjour. Donc, moi, je voulais savoir si le personnage de Néron dans Britannicus de Racine devait être pris avec l'envergure, la force qu'on lui donne, sachant qu'il a été manipulé dès l'enfance par sa mère. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'interpréter comme un personnage faible ? Et que voulez-vous que je vous réponde? Oui, on peut, bien sûr, on peut aussi l'interpréter comme un personnage gentil ou méchant, ou grand ou petit, ou bleu ou rouge, enfin, vous voyez, ça, encore une fois, j'insiste, hein, je pense que ça reste libre. Alors, si vous dites ça, eh bien, vous avez raison. Si on peut le faire, s'il n'y a pas de contradiction flagrante, si on n'est pas dans le principe de... Parce qu'il faut rester dans le principe de non-contradiction quand même, ou en tout cas, dans un principe qui ne pourrait que s'enrichir d'une éventuelle contradiction. Si ça s'appauvrit, alors c'est que c'est faux. Mais pour le reste, tout est possible, tout est vrai, oui, bien sûr. Tout est permis. Tout est permis, bien sûr. Vous savez, il y a une phrase de Planchon. Planchon avait prononcé cette phrase, je crois, en 68. C'est une phrase très simple, d'ailleurs. Il avait dit « Au théâtre, on peut tout faire, mais pas n'importe quoi ». Eh bien voilà, vous pouvez sans doute, à condition que ce ne soit pas n'importe quoi. Mais oui, bien sûr, là vous me parlez d'un personnage en le coloriant. Eh bien, toutes vos colorations sont les bienvenues. Bonjour, c'est une question donc pour le professeur. Vous avez évoqué tout à l'heure les particularités du jeu au cinéma et je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer un petit peu sur ces particularités. Moi, je crois que les différences entre le théâtre et le cinéma sont innombrables. On compare souvent ces deux choses, ces deux activités, mais elles sont souvent très, très difficilement comparables. D'abord, il y a des effets de réalité au cinéma, paradoxalement, parce qu'au cinéma, il n'y a rien, il n'y a pas de présence. C'est de la lumière sur du mur, au fond. Hein. Ce sont des photons qui se précipitent sur de la matière. Mais en même temps, c'est vrai. S'il pleut, il pleut. Pour de bon, si j'ose dire. S'il fait froid, il fait froid. Alors qu'au théâtre, on fera semblant. C'est l'acteur. Ça passera toujours par le lecteur qu'est l'acteur. Si on veut jouer le froid, si on veut jouer la pluie, etc. etc. Donc, bien évidemment, il y a des effets de réalité au cinéma qui transforment tout, qui changent le jeu. Au fond, l'acteur de cinéma n'est qu'une petite partie de cet édifice qu'est le film. Alors qu'au théâtre, d'une certaine manière, cette petite partie qu'est l'acteur est aussi le tout. Et il reprend le tout. Le montage est fait par l'acteur, par le jeu de l'acteur, et non pas par un monteur, vous voyez, etc., etc. Donc ça change évidemment tout. D'autre part, le cinéma, c'est comme ça, il a pris ce tournant historique-là, a pactisé beaucoup avec un code de jeu précis du théâtre, qui est, disons pour aller vite, le naturalisme psychologique. On n'est pas obligé, mais il se trouve que c'est comme ça historiquement. Et en ce moment, quand on dit non, on fait le pas trop théâtre, joue-le vachement vrai, on croit que ça veut dire cinéma. Cinoche, quoi, joue le cinoche, hein, on dit toujours. Bon, c'est un des codes de jeu possibles de l'art dramatique. Le théâtre, lui, a plus d'envergure, si j'ose dire. Alors il est à la fois archaïque, parce qu'évidemment il est faible, il correspond à rien, il n'est pas une industrie, on ne gagne pas de sous avec, donc il n'a aucune valeur sociale, ou presque pas. Et en même temps, à sa manière, cette faiblesse est une force immense par rapport au cinéma, parce que c'est l'acteur qui fait tout au théâtre. Les différences sont infinies, enfin. Le cinéma, par exemple, dit que la chose a eu lieu. Si c'est imprimé sur la pellicule, c'est qu'à un moment ou l'autre, ça a eu lieu et on l'a filmé. Alors que le théâtre, alors que ça se passe en direct, semble dire ça n'a pas lieu. Vous voyez, c'est une différence gigantesque. Merci Daniel Mesguich. Merci.